Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas été assise, donc là j'ai décidé qu'aujourd'hui je m'asseyais. Et aujourd'hui on va traiter d'une femme complètement sadique, cannibale, ça faisait longtemps, qui s'appelle Omaima Nelson. Durant la vidéo, vous m'entendrez parler de Nelson, il s'agit bien d'Omaima Nelson, donc de cette femme et pas d'un homme. En 1991, Bill Nelson a 56 ans et ça fait depuis quelque temps qu'il a une nouvelle femme. Et à l'occasion de Thanksgiving, il veut présenter cette nouvelle femme à sa fille qui s'appelle Margaret. Il a prévu de faire un énorme banquet, plusieurs plats, mais lorsqu'il invite sa fille, cette dernière refuse. Plusieurs raisons à cela. La nouvelle femme de Bill a la vingtaine d'années. Ils se sont mariés très vite, l'ont fait en secret. Et en fait, ils se sont mariés qu'à deux. Et donc, sa fille ne sait pas trop comment réagir face à ça. Elle est un petit peu mitigée. D'un côté, elle veut se réjouir pour son père, mais de l'autre, elle n'y arrive pas trop, puisque pour elle, elle ne valide pas le mariage. Et ce sera la dernière fois et la dernière personne qui aura des nouvelles de Bill Nelson. Mais que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Bill Nelson? On va faire un retour en arrière et on va parler de la première protagoniste de cette histoire, qui n'est autre qu'Omaima Nelson. Nelson naît en 1968 dans les quartiers de Sudan et elle grandit au Caire dans une sorte de bidonville. Ses parents sont égyptiens et américains, donc elle a la double nationalité. Son père alcoolique est connu pour être violent, il s'en est pris de nombreuses fois à Nelson, mais aussi à sa femme. Violent physiquement parlant, mais j'ai également pu trouver qu'il les avait aussi agressés sexuellement. Il va plus loin en leur infligeant une excision. À ce moment-là, Nelson n'a que 7 ans. Sa mère, qui en a marre de la situation, décide de fuir avec sa fille. Cependant, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc elle fuit, mais seulement à quelques kilomètres de là, dans un petit village qui est surnommé la Cité des Morts. Ouais, ça donne pas du tout envie d'y habiter. Et s'il est surnommé la Cité des Morts, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cimetières à cet endroit. Pas très positif comme endroit pour y vivre, je vous l'accorde, beaucoup plus de morts que de vivants. Cependant, elles ne se font plus battre et donc, en pesant le pour et le contre, elles sont beaucoup plus heureuses ici. Nelson, qui aspire à une vie meilleure, commence petit à petit à changer. Elle a 18 ans, on est en 1986, elle a conscience de sa beauté, donc elle va s'en servir. Elle rencontre un magnat du pétrole et ils tombent follement amoureux. Sa mère ne voit pas ça d'un très bon œil puisque sa fille n'est plus vierge et qu'elle se dit que si elle veut rester vivre en Égypte et se marier avec un Égyptien, ça va être assez compliqué du fait qu'elle ne soit plus vierge. Donc, elle dit à sa fille, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu te maries. Elle épouse cet homme et elle part vivre aux États-Unis, au Texas. Alors pourquoi aux États-Unis? Tout simplement puisque cet homme était un Américain qui était en mission pendant quelques mois seulement en Égypte et lorsqu'ils se sont rencontrés, son contrat se terminait dans les semaines à venir. Donc au final, ça tombe super bien. Elle le rencontre, il doit partir, ça l'arrange, il se marie et elle s'en va aux États-Unis. Le bonheur est de courte durée et très vite, ils divorcent. Mais vous allez me dire pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première, Nelson arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas la culture, elle est complètement perdue. Et facteur très négatif pour elle, elle ne parle pas du tout l'anglais. Ou juste 2-3 mots, c'est tout. Mais elle ne se sent pas vraiment à l'aise dans ce pays. Il y a ce facteur-là. Ensuite, il y a un autre facteur, le facteur que son mari travaille mais qu'elle ne travaille pas. En plus de ça, elle galère à trouver un travail puisque, comme je vous l'ai dit, elle ne parlait pas anglais. Trouver un travail quand on ne parle pas la langue du pays, c'est assez compliqué. Nelson veut participer au loyer, donc elle se lance dans une carrière de modèle photo, mais c'est assez peu, elle n'a pas tout le temps des shootings et de temps en temps, elle fait également nourrice pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent. Naturellement, elle commence à commettre des petits délits. Elle vandalise des boutiques, même une pharmacie, et un jour elle se fait arrêter puisqu'elle a été un petit peu violente envers deux agents de sécurité qui ne voulaient pas la laisser sortir d'une boutique puisqu'elle avait des articles volés sur elle. Voilà, donc tout ça fait qu'il y a de plus en plus de tensions dans leur couple et quelques mois après leur mariage, ils décident de divorcer. Nelson se dit « Ok, je n'ai plus le choix, il faut que je me fasse de la thune solo ».
mais j'ai pas vraiment envie de travailler, j'ai un peu beaucoup la flemme, j'ai envie de continuer de voler, mais visiblement je suis pas très douée, eh bien j'ai qu'à utiliser mes charmes sur les hommes. Vous l'aurez certainement compris, elle séduit des hommes, riches de préférence, pour ensuite les dépouiller. 5 ans après son premier mariage, dans un bar Orange County, elle trouve sa prochaine victime. C'est un pur Texan âgé de 56 ans, mais aussi un ancien pilote de l'air. Cet homme est divorcé, a 2 enfants, mais ça, Nelson, ça ne lui fait absolument pas peur. Il est grand, il est fort, il en impose. En bref, lorsqu'il rentre dans une pièce, on le remarque tout de suite. On le remarque aussi puisqu'il a l'habitude de porter un chapeau de cow-boy et des bottes rouges flashy. Cet homme, c'est Bill Nelson, le deuxième protagoniste de cette histoire. Pourquoi Nelson s'est-elle intéressée à lui? Lorsque Bill est arrivé dans le bar, il a été acclamé de tous, tout le monde le connaît, il est très apprécié de tout le monde. Forcément, ça a attiré son attention. Mais ce qui l'intrigue et l'intéresse encore plus, c'est la conversation que Bill tient avec ses amis. Il se vante de sa Corvette rouge qui est garée à l'extérieur, de ses terrains qu'il possède au Texas, mais également de tout l'argent qu'il possède grâce à son business. Il est riche et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle s'approche pour entamer la conversation avec lui et bingo, ça marche. Quelques semaines après seulement, il se marie à Phoenix en cachette. Bill n'invite même pas ses proches, peut-être à cause de la différence d'âge, puis le couple passe sa lune de miel au Texas avant de revenir en Californie. Quelques jours avant Thanksgiving, ils s'installent ensemble dans un appartement à Costa Mesa. Bill est très heureux, il est fou amoureux de Nelson, il est très comblé avec sa nouvelle femme, bien qu'il ne soit marié que depuis 3 semaines. La seule chose qui pourrait l'effrayer, c'est la différence d'âge avec sa femme, elle a 23 ans de moins que lui, mais ce qui l'effraie encore plus, c'est la réaction de ses proches. Le 28 novembre 1991, il invite tous ses proches dans sa maison en Californie pour Thanksgiving. Et ça nous ramène au début de l'histoire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça nous ramène au début de l'histoire lorsque sa fille refuse de venir pour Thanksgiving. Nous sommes le matin du 1er décembre 1991. Imagine, vous avez passé Thanksgiving avec votre famille, c'était super bien, vous avez bien mangé, vous en avez bien profité. Et c'est un dimanche, c'est le matin, vous êtes tranquillement chez vous, posé, en train de regarder la télé, de lire, peu importe, quand quelqu'un débarque avec une Corvette rouge devant chez vous et sonne à votre porte. C'est ce qui s'est passé pour José. José, c'est un ex de Nelson. Elle se rend chez lui le matin, mais lui le matin, il est tranquille, il n'a pas forcément envie de la voir, donc il ne répond pas. Nelson s'en va et revient 4 heures plus tard. Cette fois-ci, elle ne se contente pas seulement de sonner, elle tambourine à la porte, complètement tarée. Donc José se dit « Ok, je vais lui ouvrir parce que sinon elle arrêtera jamais de faire du bruit. » Et lorsqu'il ouvre, elle lui semble super bizarre, il ne l'a jamais vue comme ça. Elle n'est pas très cohérente dans ses propos, elle lui explique que son mari a abusé sexuellement d'elle, qu'il l'a attachée au lit, qu'il l'a agressée, qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle a réussi à libérer une de ses mains pour attraper la lampe de chevet et l'assommer. Puis ensuite, elle a pris peur et elle est partie. De son côté, José comprend pas tout ce qui se passe. Il se dit oui, mais enfin, tu veux que je t'aide comment? Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'il est assommé, c'est pas grave, il va se réveiller. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, ça arrive. Nelson ne s'est pas enfuie. Elle a tout simplement tué son mari et comme ça suffisait pas, elle l'a découpé en morceaux et a placé les morceaux de son corps dans des sacs plastiques. Sacs plastiques qui se trouvent dans le coffre de la Corvette rouge, voiture avec laquelle Nelson est venu devant chez José. C'est donc pour ça qu'elle a besoin de son aide. Elle voudrait transporter ses sacs le plus loin possible et elle lui demande s'il peut lui prêter sa voiture. Au début, il refuse, puis Nelson lui propose 75 000 $ ainsi que des motos de Bill et ce dernier accepte. C'est très bien joué de sa part de proposer des affaires de la victime, comme ça s'il y a une enquête derrière, il peut être suspecté de meurtre. Après avoir accepté, il dit à Nelson « Rentre chez toi, je viens te rejoindre à la nuit tombée et on s'occupe de tout ça. » Que nenni! À l'instant où Nelson franchit la porte et démarre la voiture, José se précipite vers le téléphone et appelle la police pour tout leur raconter. Ça c'est bien, ça, good move! Avant même d'arriver chez elle, Nelson se fait interpeller par la police.
Au début, il lui pose simplement des questions, puis il le demande « Mais sur les sièges là à l'arrière, il y a des sacs plastiques, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Et Nelson ne répond pas. La police ouvre ses sacs et il découvre avec horreur des morceaux de corps humain, des parties, des organes vitaux. Et parmi ces organes, il y a un poumon et un foie. Poumon qui a notamment pu être identifié puisqu'il était un petit peu noirci et Bill était un fumeur. Le jour même, le 1er décembre 1991, la police obtient un mandat pour fouiller la maison du couple et l'odeur quand ils rentrent est horrible. Ils trouvent Bill, enfin plutôt des centaines de morceaux de Bill éparpillés partout dans la maison, dans des valises, dans des cartons. Il y a des sacs plastiques remplis d'organes mais aussi de morceaux de peau. Ils se rendent dans la chambre et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent un véritable carnage. La lampe de chevet est remplie de sang, il y a des morceaux de peau éparpillés sur le sol, le matelas est imprégné de sang, il est presque tout rouge ou peut-être tout rouge. Le lit est complètement détruit, comme si les pieds avaient été arrachés puis éclatés en morceaux. Et ce n'est pas fini, puisque dans la salle de bain, ils mettent la main sur le torse de Bill, ou du moins ce qu'il en reste. La peau a été entièrement enlevée et les organes aussi, tels que le cœur, le foie, les reins ou encore les poumons. Bref, il ne reste pas grand-chose. Des muscles, des os, j'avoue que je ne sais pas trop ce qui reste et je préfère pas trop m'imaginer la scène. Mais en tout cas, le tout pend au rideau de douche et il se vide de son sang comme ça. Ça me dégoûte. À noter que son corps avait été castré, enfin ses parties génitales. Et cela devient pire. C'est possible ? Ouais. Vous vous souvenez que Bill avait invité sa fille pour Thanksgiving, donc il avait préparé plein de plats différents. Vous voyez où je veux en venir ? Quand les policiers arrivent dans la cuisine, ils voient tous les plats. Oh, un beau potage avec plein de choses dedans et hop, une main. La main de Bill. Dans le potage. En bref, dans tous les plats, ils trouvent des parties de Bill. Et le pire reste à venir. Je le sais, je l'ai déjà dit, mais là c'est vraiment le pire. Lorsqu'ils ouvrent le frigo, ils trouvent une boule, comme une grosse boule d'aluminium. Ils se disent, qu'est-ce que c'est ? Donc ils le sortent et ils enlèvent l'aluminium. Ils découvrent la tête de Bill. La tête. Certains morceaux de peau semblaient avoir été soit retirés, soit brûlés un petit peu trop, après être passés au four. On ne sait pas trop. Bref, c'est dégueu, moi ça me dégoûte. Et dans la poubelle, ils trouvent des morceaux de ses hanches mixés avec de la sauce cranberry. On atteint des niveaux là. Je me demande si elle a goûté ses plats. Quand elle commence à être interrogée, Nelson est totalement incohérente. Au début, elle commence à dire que ce ne sont pas des restes humains, mais ce sont des restes animaux, notamment puisqu'ils ont retrouvé dans la voiture. Puis après, elle change sa version. De toute façon, elle ne peut plus dire que ce sont des restes animaux. Enfin, tout montre que c'est un humain. Et elle dit que ce n'est pas Bill, mais que c'est un homme que Bill a tué. Et que Bill serait en voyage d'affaires. Ensuite, elle rechange, elle dit non, en fait, c'est mon mari. Enfin bref, elle les balade un petit peu partout, ça n'avance à rien, mais les policiers se disent, bon là, elle est en train de nous mytho. De nouveau interrogée, elle nie être au courant de toute leur découverte et elle joue l'innocente. Mais bien sûr, et elle joue sur la carte de la langue, en faisant comme si elle ne comprenait pas trop ce qu'il voulait lui dire puisqu'elle ne parle pas très bien anglais. Son jeu ne durera pas très longtemps. Ensuite, elle avoue qu'elle a tué son mari. Cependant, elle dit qu'elle ne se rappelle plus de rien puisqu'elle a eu un blackout total. Elle explique qu'il y a eu une violente dispute entre eux, puis qu'elle s'est réveillée avec des sacs plastiques dans les mains, sans vraiment savoir pourquoi elle avait ça dans les mains. Elle se moquerait pas un petit peu de nous là ? Parce que bon, tuer, découper, éviscérer et faire cuire son mari, ça se fait pas en 10 minutes. Enfin, je l'ai jamais fait, mais bon, je suppose que ça met beaucoup plus de temps. Elle était forcément éveillée et totalement consciente de ce qu'elle faisait. La police ouvre une enquête. Nelson affirme que ce jour-là, son mari l'a violée et l'a attachée par les poignets au niveau du lit. Ses propos n'ont pas été prouvés. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les médecins n'ont pas retrouvé de traces de marques au niveau des poignets et des chevilles, ni même de marques d'agression sexuelle. En revanche,
Sur les poignets et les chevilles de Bill, des marques ont été retrouvées. Ce n'est donc pas Nelson qui a été attaché, mais Nelson qui a attaché Bill au lit. Pendant l'enquête, elle est heureusement derrière les barreaux et 1 à 2 fois par semaine, elle voit une psychologue. La psychologue essaye un petit peu de comprendre les motivations qui l'ont poussée à tuer son mari et elle mettra plusieurs semaines avant de parler. Elle explique que ce sont des démons qui sont venus dans ses rêves, deux démons égyptiens, 2 femmes, et qui lui auraient ordonné de tuer Bill. Elle l'a fait. Mais pourquoi le découper, me direz-vous ? Tout simplement puisqu'ils lui ont dit que c'était la seule façon pour elle que le couple soit réuni dans l'au-delà. Les psychologues déclarent qu'elle est sujette à de très sévères troubles mentaux, mais aussi à un stress post-traumatique. Et visiblement, c'était la pire patiente qu'ils aient vue. Tu m'étonnes. Le 1er décembre 1992, le procès de Nelson débute. Elle a alors 24 ans et elle ne trouve aucun moyen de se défendre. En plus, il y a de nombreux témoignages qui se rajoutent. Des témoins disent que pendant cette période de Thanksgiving, fin de vacances, elle avait énormément utilisé les poubelles. Bon, elle dit que c'était parce que c'était pour Thanksgiving et que elle jetait des trucs à la poubelle, mais en fait, elle jetait tout simplement Bill, puisqu'aussi les médecins légistes qui ont reconstitué le puzzle Bill, c'est horrible dit comme ça. Bon, vous avez compris, mais ceux qui ont voulu reconstituer Bill n'ont pas retrouvé tous les morceaux. Et comme elle avait beaucoup utilisé les poubelles, c'est très probable qu'elle en ait jeté une partie. Étant donné qu'elle ne peut pas se défendre et qu'elle ne peut pas nier, elle avoue tout simplement tout, jusqu'à la découpe et à la cuisson de Bill Nelson. Tout à l'heure, je me posais la question de si elle avait mangé son mari. La réponse, c'est oui. Elle a mangé les côtes de son mari qu'elle a fait revenir dans une sauce barbecue. Elle a cru que c'était des ribs ou quoi ? Elle a même ajouté qu'elle n'avait jamais rien mangé de plus moelleux. Super. Elle finira par s'excuser auprès de la famille de Bill en disant qu'elle avait peut-être été un peu trop loin. Non, vraiment ? Margaret, la fille de Bill, dit qu'elle ne pourra jamais la pardonner. Elle a fait un discours très émouvant et elle était très triste puisqu'elle dit que son père ne connaîtra jamais son petit-fils. Nelson essaye de jouer la carte de la folie en parlant de ses troubles mais aussi de son enfance difficile. Le 12 juillet 1993, elle est condamnée à 28 années de prison pour meurtre au second degré. En 2006, elle a la possibilité de demander la libération conditionnelle, mais heureusement, les psychologues la jugent trop dangereuse pour elle-même et pour les autres. Donc, ils refusent sa demande. En 2011, elle fait une seconde demande de libération conditionnelle qui est de nouveau refusée et elle ne pourra pas en demander de nouvelles avant 2026. Aujourd'hui, elle est âgée de 54 ans. Et vous voulez rire ? Elle est mariée avec un homme. Ouais, elle s'est mariée pendant qu'elle était en prison. Il s'agissait d'un homme avec qui elle échangeait des lettres. Ils se sont mariés. Il avait 70 ans. Elle est pas folle, hein ? Très intéressée. Il est décédé en 2011 et il est dit qu'elle aurait hérité un paquet d'argent de sa part puisqu'il était riche. Évidemment, il y a pas mal de théories qui circulent sur les raisons du crime. La plus plausible est celle selon laquelle Bill ne serait pas aussi riche qu'il le prétendait. Certains disent qu'il vendait et réparait seulement des ordinateurs. Nelson s'en était certainement rendu compte. Prise de rage de s'être mariée avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas et qui en plus de ça n'était pas riche, elle l'a tué. Elle avait fait comme avec Robert, sauf que cette fois-ci, à la différence de Robert, c'est qu'elle avait tué Bill avec la lampe de chevet. Ah oui, Robert, c'était un ex de Nelson. Un jour, elle l'avait attaché à une chaise, lui avait mis une arme sur la tempe ou sur le front pour lui demander de l'argent, en le menaçant de le tuer s'il ne le faisait pas. Je ne sais pas s'il l'a fait. Ce que je sais, c'est qu'elle ne l'a pas tué et que Robert n'a jamais porté plainte à la police car il avait honte. On en parle très rarement, mais le harcèlement existe également envers les hommes. S'il n'a pas porté plainte à la police, c'est tout simplement parce qu'il avait honte. Il ne faut pas avoir honte de ça. Si on est harcelé, il faut porter plainte, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Aujourd'hui, Omaima est encore en prison et probablement très riche. Aucune idée de si elle sortira un jour ou pas. En tout cas, elle va très certainement essayer de demander une libération conditionnelle en 2026. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire complètement gore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.